Elle avait la voix d'un ange, la grâce d'une étoile et un visage que toute la France adorait. Mais derrière ses chansons envoûtantes et ses rôles cultes, Marie Laforêt portait un fardeau invisible, celui d'une enfance brisée, de traumatismes enfouis, d'amour douloureux et de silence trop lourd à porter. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'a rien du conte de fées. C'est le récit bouleversant d'une femme talentueuse, mais profondément meurtrie. Une histoire de lumière et d'ombre. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre, peu de gens ont osé le raconter. Née Maïtena Marie-Brigitte Doumenac en octobre 1939, dans une France qui entre dans la tourmente de la guerre, elle est bercée par un prénom basque d'une tendresse étrange. Maïtena, qui signifie la bien-aimée. Une promesse douce, un présage d'amour. Mais cette promesse ne sera jamais tenue. Très tôt, la vie lui arrache l'innocence. Elle n'a que 3 ans lorsqu'elle est victime d'un abus sexuel. Une agression brutale, impensable, qu'aucun enfant ne devrait vivre. Un moment volé, une fracture invisible mais béante. Ce choc immense, Marie ne le comprendra vraiment qu'adulte. Enfant, elle l'enfouit au plus profond d'elle-même, là où le souvenir devient poison, mais où il ne peut plus hurler. Ce n'est que bien des années plus tard qu'elle mettra des mots sur ce drame dans une interview poignante à Paris Match. Elle confiera avec une sincérité déchirante. Toute ma vie a été façonnée par cet événement. Il m'a volé mon innocence. J'ai crié, mais il m'a réduite au silence. Mais ce n'est pas seulement l'acte qui l'a détruite. C'est ce qu'il a révélé ensuite, le rejet, le déni, le silence des autres. Lorsqu'elle ose en parler à sa propre mère, l'espoir d'un soutien s'évanouit. Sa mère détourne le regard, minimise, doute, comme si la douleur de Marie dérangeait, comme si elle n'avait pas le droit de souffrir. Ce deuxième abandon est peut-être plus cruel encore, car il vient de celle qui devait la protéger. Dès lors, une peur sourde s'installe, peur de ne pas être crue, peur de ne pas être aimée. Marie développe une forme d'anxiété permanente, une méfiance de l'amour, un besoin viscéral de contrôle et une timidité maladive. Elle devient une enfant distante, hypersensible, à fleur de peau. Et cette blessure non pensée va façonner toutes les strates de sa vie future. Ses choix, ses amours, son rapport au corps, à la scène, au monde. Ce que d'autres auraient crié, elle l'exprimera autrement, en chantant, en jouant, en disparaissant parfois. Car son existence entière deviendra un cri muet, une quête de réparation. À l'adolescence, alors que la plupart des jeunes filles cherchent encore leur place, Marie est projetée dans la lumière presque par accident. Elle participe à un concours radiophonique intitulé Naissance d'une étoile, accompagnant sa sœur sans ambition particulière. Mais sa voix trouble, son regard qui semble contenir 1000 secrets, captive le jury. Ce jour-là, le destin change de trajectoire. Marie, cette jeune fille introvertie, timide, presque effacée, devient tout à coup visible, entendue, reconnue. Quelques mois plus tard, elle tourne plein soleil aux côtés d'Alain Delon, un rôle qui la révèle au grand public. Son jeu délicat, son mystère, sa grâce naturelle séduisent immédiatement. La critique salue une actrice différente, une présence rare, presque lunaire. Marie ne surjoue pas. Elle habite ses rôles comme si elle les vivait de l'intérieur. Et pour cause, elle ne joue pas, elle s'échappe. Car pour elle, le cinéma n'est pas un métier. C'est une fuite, un refuge, une manière d'être ailleurs, dans un autre corps, un autre passé. Devant la caméra, elle peut incarner 1000 femmes, et surtout ne plus être elle-même. Elle épouse le réalisateur Jean-Gabriel Albicoco, un homme qui la comprend, qui voit en elle une muse fragile et intense. Il la filme avec douceur, sans la trahir. Leurs collaborations artistiques, La fille aux yeux d'or, le Radamérique, sculptent l'image d'une actrice éthérée, insaisissable, unique. Mais l'équilibre reste précaire. Derrière la réussite, les applaudissements, les tapis rouges, Marie reste une femme blessée, en quête d'un amour inconditionnel qu'elle n'a jamais connu. Son couple s'essouffle, rongé par les silences, les absences, les attentes contradictoires. Et comme toujours, elle part. Elle s'efface. Elle se réinvente. C'est alors qu'elle se tourne vers la musique. Et ce n'est pas un hasard. Mais c'est dans la musique que Marie se livre véritablement. Là où le cinéma construisait un personnage, la chanson, elle, dévoilait l'âme. Sa voix, douce et douloureuse, caressante et éraflée à la fois, semble porter le poids d'un passé qu'elle ne sait pas formuler autrement. Chacune de ces interprétations ressemble à une confidence, un murmure chargé de larmes retenues. Les vendanges de l'amour, viens, viens, il a neigé sur Yesterday. Ces titres deviennent des hymnes à la mélancolie. Ils traversent les décennies, et pourtant, à chaque écoute, c'est comme si c'était la première fois. Marie ne chante pas simplement.
Elle murmure ce que d'autres taisent. Elle dit l'amour qui s'enfuit, l'absence, les failles, les regrets. C'est une prière douce amère, une élégie à la féminité blessée. Avec Jacques Higelin, puis le compositeur André Pop, elle explore des sonorités nouvelles, surprenantes. Du folk dépouillé au rythme latino-sensuel, en passant par des mélodies presque mystiques, elle construit un univers musical inclassable, profondément intime. Elle ose chanter dans plusieurs langues, s'appropriant les émotions du monde entier pour en faire un langage universel. Souvent, elle écrit sous pseudonyme. Non pas par peur, mais pour retrouver une forme de liberté. Pour ne pas être enfermée dans une image, un nom, une voix. Elle cherche à exprimer ce que les mots du quotidien ne disent pas, ce que l'on ressent sans toujours comprendre. La scène devient alors son refuge, son exutoire, son seul lieu de vérité. Chaque apparition est rare, mais précieuse. Elle y vibre, elle y saigne. Pourtant, même les projecteurs ne parviennent pas à guérir les blessures profondes. Le succès maquille la douleur, il ne l'efface pas. Et sous les applaudissements, Marie continue de chercher un sens, une paix, une réparation. À mesure que les années passent, le monde du spectacle lui pèse. La superficialité des plateaux, les interviews creuses, la pression constante de briller. Elle, qui n'a jamais aimé l'exposition, se lasse de jouer un rôle, même en dehors des plateaux. Épuisée par les faux-semblants, par cette célébrité qui l'enferme plus qu'elle ne la libère, Marie fait un choix radical, le silence. Elle quitte les paillettes pour les montagnes suisses. Une maison discrète, perchée loin des regards. Là, dans cet isolement choisi, elle redonne du sens à sa vie. Elle lit, elle peint, elle écrit. Elle jardine. Elle vit enfin à son rythme, loin du tumulte, des jugements, des attentes. À ses rares apparitions publiques, elle semble douce, calme, presque apaisée, mais toujours à distance. Son regard est ailleurs, comme si elle portait en elle un monde intérieur immense, trop vaste pour se livrer entièrement. Derrière ce sourire, il y a une solitude assumée, une pudeur infinie. Côté cœur, Marie n'a jamais cessé de chercher un amour qui la comprenne, qui la respecte dans toute sa complexité. Elle épouse 5 fois. Jean-Gabriel Albicoco, réalisateur sensible. Judas Azuelo, homme d'affaires discret. Alain Kahn, collectionneur. Pierre Cornette de Saint-Cyr, marchand d'art excentrique. Puis un chirurgien genevois, plus secret encore. Mais à chaque fois, quelque chose casse. L'éloignement, l'incompréhension, les blessures non cicatrisées. Ces unions s'égrènent comme des promesses non tenues. Elle cherche la stabilité, mais trouve souvent la fuite. Elle rêve de constance, mais retombe sur des absences. L'amour, pour Marie, aura été une quête sans fin, souvent douloureuse, parfois illusoire. Ses enfants, Lisa, Jean-Médy et Déborah, furent souvent confiés à des pensionnats ou à leur grand-mère paternelle. Une décision que beaucoup jugeaient avec dureté. À l'extérieur, cela ressemblait à un abandon, à de la froideur, mais ceux qui osaient juger ne voyaient pas l'envers du décor. Car cette distance n'était pas un rejet. Elle était une forme de protection. Une barrière dressée par une mère brisée qui avait trop souffert pour s'exposer à nouveau à l'amour inconditionnel. Marie Laforêt n'était pas absente par désintérêt. Elle était absente par douleur, par peur. Le simple contact avec ses enfants réveillait en elle des souvenirs qu'elle avait enfouis dans les profondeurs de son âme. Leur rire, leur tendresse, leur innocence, tout cela faisait écho à une période de sa propre enfance qu'elle cherchait désespérément à oublier. Elle n'était pas capable d'être une mère présente au sens classique du terme, mais elle les aimait d'un amour pudique, silencieux, parfois maladroit, mais toujours sincère. Lisa Azuelo, sa fille aînée, devenue réalisatrice, mettra des décennies à comprendre cette mère insaisissable. Longtemps, elle n'a vu que les silences, les absences, les gestes manqués. Et puis un jour, tout s'est éclairé. Dans une interview touchante, elle dira « Elle ne nous a pas abandonnés. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Et ce qu'elle avait, c'était une armure forgée dans la douleur. » Marie voulait faire de ses enfants des êtres forts, autonomes, imperméables à la douleur qu'elle avait connue. Elle croyait les protéger en les tenant à distance. Elle leur a légué une force tranquille, une capacité de résilience, un besoin de liberté. Mais cela s'est aussi traduit par un manque, une blessure d'amour maternel que chacun d'eux a dû apprivoiser. Pourtant, l'amour était là, toujours, invisible mais constant. Il se glissait dans les chansons qu'elle chantait, dans les lettres qu'elle écrivait en secret, dans les regards furtifs et les gestes discrets. Elle leur disait « Je vous aime » sans jamais prononcer les mots. Et Lisa, avec le recul de l'âge, dira un jour « Je lui ai tout pardonné ».
Elle était cette mère blessée qui n'avait jamais appris à aimer autrement. Mais elle nous a aimés, c'est certain, à sa façon. Les dernières années de Marie Laforêt furent marquées par une lutte invisible mais acharnée, une guerre contre l'injustice, un combat silencieux contre l'oubli, contre l'impunité. Après la fin de son mariage avec Éric de Lavandra, un courtier suisse, elle se retrouve seule, usée, avec une pension alimentaire jamais versée. Le tribunal avait pourtant ordonné un versement mensuel conséquent. Mais Éric s'est muré dans le silence. Il ne donna jamais rien, pas un centime. Pendant presque 20 ans, Marie n'a jamais cessé de se battre. Elle a relancé la justice. Elle a tenté, encore et encore. Mais les années passaient et l'espoir s'effritait. Cette injustice, comme une plaie ouverte, l'accompagnera jusqu'à la fin. En 2019, elle s'éteint, à 80 ans, sans avoir vu la moindre réparation. Mais son combat ne mourra pas avec elle. Ses enfants, portés par le même courage, refusent que cette injustice soit enterrée avec leur mère. Ils ne cherchent pas la vengeance. Ils ne veulent pas de revanche. Ils veulent seulement que la vérité soit reconnue, que leur mère ne soit pas trahie une dernière fois. En 2022, un procès a lieu à Nyon, en Suisse. Éric, désormais vieux, est convoqué. Face à lui, les enfants de Marie. Il ne peut plus fuir. Il baisse les yeux. Et pour la première fois, il reconnaît sa dette. Il accepte de verser plus de 608 000 €. Une somme qui ne rendra pas Marie à la vie. Une somme qui ne comblera jamais les nuits d'inquiétude, les années de solitude. Mais cette victoire tardive et symbolique, elle est essentielle. C'est un dernier hommage, une reconnaissance, une réparation posthume. Et lorsque l'argent arrive, Lisa, Jean-Médy et Déborah prennent une décision digne de leur mère. Ils retirent leur plainte. Pas par faiblesse, par grandeur, par amour. Parce que l'important, ce n'était pas l'argent, c'était de rendre justice à leur mère. Et ils y sont parvenus. Cette ultime bataille, Marie ne l'a pas vue, mais elle l'a remportée à travers eux. Et dans cette victoire, il y a plus que de l'argent, il y a de l'honneur. Il y a la preuve que même après la mort, une femme peut faire entendre sa voix. Et que l'amour filial, lorsqu'il est vrai, ne s'éteint jamais. Marie Laforêt s'est éteinte le 2 novembre 2019 à 80 ans, loin des projecteurs, dans un silence presque mystique. Pas d'hommage national, pas de grande cérémonie. Et pourtant, ce départ discret résonne comme une note suspendue. Une fin douce amère, à l'image de sa vie. Elle est partie comme elle a vécu, sans tapage, sans compromis, mais avec cette aura rare que seuls possèdent les âmes blessées et lumineuses. Ceux qui l'ont aimée savent. Ils savent que derrière ces silences, ces retraits, ces errances, il y avait une femme profondément vraie. Une artiste d'une pudeur bouleversante. Une survivante. Elle laisse un héritage immense. Des chansons aux accents d'éternité, qui parlent d'amour, de solitude, de fuite et de beauté. Des rôles qui ont marqué le cinéma français, même si on ne lui a jamais assez dit merci. Et surtout, une leçon de courage, de résilience, de dignité face aux blessures de l'enfance, aux trahisons de l'amour, aux injustices de la vie. Marie Laforêt n'était pas qu'une icône. Elle était une énigme. Une femme libre, farouche, écorchée. Fière, souvent brisée, mais debout toujours. Elle était cette étoile qui refuse de briller trop fort, mais qu'on n'oublie jamais. Une voix, une force, une douleur, une vérité. Et aujourd'hui, il nous revient de ne pas laisser sa mémoire s'éteindre. Si son histoire vous a touché, si vous avez aimé ses chansons, ses films ou simplement son courage, alors likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout, partagez-la autour de vous. Faisons en sorte que la voix de Marie Laforêt continue de résonner. Faisons vivre sa mémoire à notre façon. Parce que certaines femmes méritent qu'on se souvienne d'elles, même et surtout quand elles ne l'ont jamais demandé.